Donc voilà, merci à tous pour votre présence. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de ceci, si vous voyez mon écran et mon visage. C'est le cahier Habitat Vivant. C'est un outil qui a été réalisé par ma collègue Elisa Ruet au sein de la commune de Saint-Gilles. Enfin, on travaille tous les deux pour la commune de Saint-Gilles. Et le cahier Habitat Vivant, c'est un outil gratuit qui réunit l'ensemble des solutions qui permettent de favoriser la présence de la faune sauvage dans le bâti. Alors, pour ce faire, on va parler euh, en trois étapes. Donc, dans un premier temps, les oiseaux cavernicoles des villes, donc les oiseaux qui sont visés justement par ces solutions, euh, pour ensuite aborder l'écologie et la biodiversité urbaine, parce que au final, la ville, même si on a le sentiment qu'elle est en dehors de la nature, elle fait partie intégrante en fait de l'environnement et est un milieu à part entière, le milieu urbain. Et puis, on va s'intéresser aux solutions. Et donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les solutions qui permettent de favoriser la présence des animaux dans le bâti. Alors, comment est-ce que je fais pour passer au slide suivant? Super. Alors, désolé, je dois un peu me familiariser. Ah voilà. Euh, Donc, je me présente rapidement, je me représente rapidement. Je m'appelle Thomas Jean, je suis chargé de projet biodiversité en ville pour la commune de Saint-Gilles au niveau du service développement durable. Je travaille également avec ma collègue Élise Kersters, qui est, elle, chargée de projet développement durable, bien-être animal et également projet biodiversité en ville. Elle a une formation en architecture et donc, comme elle participe au webinaire, elle pourra potentiellement répondre à des questions techniques. On verra ça en fin de webinaire. Si jamais on n'a pas la réponse, il y a nos coordonnées à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous directement par mail ou par téléphone. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à l'habitat vivant et à la biodiversité en ville? Simplement parce qu'au niveau communal à Saint-Gilles, il y a un réel intérêt pour la protection de la petite faune et de la faune sauvage présente au sein de la commune. Et puis, de manière générale, il y a une nécessité à favoriser la biodiversité en ville, simplement parce que, vous le savez peut-être, mais le contexte général de la biodiversité, c'est qu'on est face à un effondrement. Et ça, c'est au niveau mondial. Donc, on a énormément d'espèces qui sont en danger critique d'extinction, des espèces qui sont éteintes, etc. Et ça va en s'accélérant. Et donc, l'intérêt de ce type de thématique et de ce type de solution qu'on présente dans le cahier Habitat Vivant, l'intérêt, c'est qu'en fait, ça nous permet d'agir au niveau local et donc de favoriser la biodiversité dans son quartier, dans sa commune ou sur l'ensemble de la région. Alors, on va se concentrer essentiellement sur les oiseaux dans le cadre de ce projet. Pourquoi les oiseaux? On y reviendra juste un peu plus tard, mais qu'est-ce qu'on entend par oiseau cavernicole? Alors, vous pouvez lire la définition qui est disponible dans la présentation, mais retenez simplement qu'en fait, ce sont des oiseaux qui vont utiliser les cavités naturelles ou artificielles pour y placer leur nid, en fait. Et là-dedans, on va retrouver plein d'espèces qui sont pour le coup présentes à Bruxelles. Donc, on a le martinet noir, le moineau domestique, la mésange bleue, charbonnière, noire, nonnette, etc., etc. Mais il y a aussi un mammifère en particulier, enfin un groupe de mammifères, ce sont les chauves-souris, qui vont profiter également des cavités artificielles ou naturelles. Et puis après, on a les insectes, dont les abeilles solitaires, comme les osmies, par exemple, qui bénéficient des cavités qu'on peut retrouver à la fois au sein de la végétation, mais également aussi dans le bâti. Et là, évidemment, c'est ce qui va nous intéresser, les cavités dans le bâti. Mais on va se concentrer vraiment sur les oiseaux, les espèces d'oiseaux cavernicoles, bien que vous retrouvez quelques éléments descriptifs dans le cahier Habitat Vivant sur les chauves-souris notamment. Alors ici, on a les différentes espèces. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ça pourrait être pratique pour moi de l'utiliser. Mais donc, on a les différentes espèces que vous avez peut-être déjà croisées ici à Bruxelles. On a des espèces qui sont sédentaires comme le moineau domestique, la mésange bleue, la mésange charbonnière, le rouge-queue noir par exemple, ou le faucon pèlerin. Et puis des espèces qui sont qui sont migratrices, comme le martinet qui lui
passe l'automne et l'hiver en Afrique et puis remonte au printemps pour venir nidifier ici à Bruxelles notamment, mais un peu partout en Europe, pour nidifier et il nidifie généralement dans les villes. Donc c'est une zone qui pour lui est déterminante, enfin pour ses populations est déterminante simplement parce que s'il n'arrive plus à se reproduire à Bruxelles ou dans d'autres grandes villes, bah, ça va évidemment avoir un effet désastreux sur la population des Martinets. À savoir que les effets de l'urbanisation, de l'artificialisation des sols, des nouvelles technologies d'isolation peuvent être désastreux pour des espèces qui sont sédentaires, et c'est le cas notamment du moineau domestique, puisque sa population s'est effondrée de 95% sur 3 décennies, sur les 3 dernières décennies. Donc aujourd'hui, les moineaux qu'on observe ne représentent que 5% de la population qui existait dans les années 80, dans les années 80-90, quoi. Alors, le contexte pour ces oiseaux, c'est qu'ils vivent en milieu urbain dans un environnement qui est très minéralisé, qui généralement est artificialisé, puisqu'il est adapté pour l'activité humaine. Comme je le disais, hein, donc il y a des espèces qui sont présentes en Belgique toute l'année et d'autres qui sont migratrices. Et puis, ces oiseaux vont passer par un certain nombre de processus. On pense notamment, de manière chronologique, à l'accouplement, la ponte, la couvaison, la nidification, l'élevage des jeunes, le nourrissage des jeunes. Et puis, une fois que les jeunes sont partis du nid, euh, ces espèces passent dans une période d'hivernage où là, ils vont être principalement à la recherche de nourriture et de cavités qui vont leur permettre de se protéger des intempéries. Et pour l'instant, bah, on le voit très bien à Bruxelles, hein, il pleut énormément. Et ces cavités sont extrêmement pratiques, même en dehors de la nidification, quoi, pour ces espèces. Alors, ils vont nicher dans le bâtiment, enfin dans le bâti, à différents niveaux. On va les voir un peu plus loin. Mais donc, on peut déjà citer le trou de Boulin. C'est quelque chose que j'expliquerai plus en détail un peu plus loin. Mais on pense évidemment aux anfractuosités dans les murs, à la corniche, à la toiture, à la façade. Il y a évidemment beaucoup d'endroits où on est susceptible de retrouver des sites potentiels de nidification pour l'avifaune cavernicole. Et alors pourquoi est-ce qu'on parle uniquement des oiseaux? Bah, simplement parce que ces espèces dépendent directement des manières de rénover et de construire. Euh, je pense évidemment aux nouvelles solutions d'isolation qui permettent un meilleur rendement énergétique. Ces nouvelles solutions d'isolation rendent le bâti, de manière générale, le rendent totalement hermétique, en fait, et également hermétique à la faune sauvage, ce qui peut réellement poser problème pour les différentes populations d'oiseaux, d'insectes et de mammifères qui vivent en pleine ville et qui profitent de ces cavités artificielles. Alors, on a la capacité de favoriser leur présence ou l'inverse, c'est-à-dire que si on ne tient pas compte de la présence de la faune sauvage en pleine ville dans le cadre du développement de la ville et de l'aménagement du territoire, mais également, et ici principalement euh, de la rénovation ou des nouvelles constructions, bah, évidemment, ça va avoir un effet néfaste sur la présence de la petite faune présente sur la région de Bruxelles-Capitale. Et dans ce contexte-là, ben, évidemment, on a un rôle majeur à jouer, vous allez voir, à différents niveaux. Alors, quelques exemples d'utilisation du bâti par l'avifaune cavernicole. Donc, on va avoir, dans un premier temps, au niveau des tuiles, ici, un rouge-queue, qui est généralement habitué à fréquenter les toitures et les corniches. Et cet oiseau-là ben, va potentiellement installer son nid au niveau des tuiles de rive, etc. Ici, à titre d'exemple, la photo d'à côté, qui est plus sombre, on a un nichoir de faucon pèlerin. Alors, le faucon pèlerin est également un oiseau cavernicole, une espèce cavernicole, mais il bénéficie d'un programme de préservation qui a été lancé par le Muséum d'histoire naturelle. Et donc, là, les particuliers n'interviennent pas nécessairement sur la présence de cette espèce qui est bien présente à Bruxelles du fait de ce programme de préservation. Puis ici, on a la photo tout à droite avec le mur et les tuiles de rive. On a un martinet qui sort de son site de nidification euh,
et qui vient juste d'en sortir. C'est un oiseau très rapide, donc à photographier, c'est un peu difficile de l'avoir vraiment à la sortie. En bas, tout à gauche, on a un moineau qui passe la moitié de son corps depuis l'entrée d'un trou de boulin. Ici, on a une corniche qui sert de site de nidification pour, encore une fois, un martinet. Et enfin, un mur de vieilles pierres où là, on a une femelle rouge-queue qui a installé son nid. Donc, on voit que les espèces d'oiseaux cavernicoles vont vraiment utiliser le bâti à plein de strates différentes. Et c'est là que les solutions que je vais vous proposer peuvent être pertinentes si vous êtes dans le cadre d'une rénovation de façade, de toiture, de corniche, de l'ensemble des éléments qui se trouvent à l'extérieur de votre maison, de votre appartement. Mais tout ça, on verra un peu plus tard. Alors, la problématique, de manière générale, ici à Bruxelles, ça va être la disparition de ces cavités. Dans le cadre de rénovation, de nouvelles constructions, évidemment. Ça va être l'effet que ça va avoir, c'est la destruction des sites potentiels de nidification. Donc, ça veut dire plus d'endroits pour ces espèces susceptibles d'abriter leur nid, et donc plus de reproduction possible, et donc une baisse des populations d'année en année, en sachant que certaines espèces, comme le martinet, nichent chaque année dans le même nid. Donc, ce qui se produit ici à Bruxelles au printemps, quand les martinets reviennent d'Afrique et qui reviennent de migration pour nidifier, on va observer des martinets qui vont euh, donc, traverser des milliers de kilomètres pour revenir à leur site de nidification qu'ils ont abandonné l'année dernière, la saison dernière. Et malheureusement, si la façade ou la corniche a été rénovée, mais qu'on n'a pas tenu compte de la présence d'un site de nidification de martinet, ben le martinet qui avait l'habitude de faire son nid là va venir se taper littéralement contre le mur ou contre la façade ou contre la corniche en pensant que son nid est toujours présent et que le trou d'envol, donc le trou d'accès au nid, est toujours présent. Sauf que c'est évidemment plus le cas. Donc ça va avoir un effet vraiment désastreux sur la reproduction des martinets. Et encore une fois, bah, je vais vous présenter des solutions pour éviter ce genre de situation. L'enjeu, c'est évidemment de préserver les cavités existantes en rénovant, en réfléchissant à la manière de rénover, à la manière de construire. Alors ça s'adresse à qui ces solutions? À peu près à tout le monde. Mais on a réfléchi le cahier Habitat Vivant en voulant offrir un certain nombre de renseignements par rapport aux solutions techniques qui puissent satisfaire à la fois les architectes, mais aussi les urbanistes, les paysagistes, les propriétaires, également les locataires qui obtiendraient l'autorisation provenant de leurs propriétaires pour adapter leur corniche, leur toiture ou leur façade. Et donc, on a vraiment essayé de réfléchir dans le cadre de ce cahier Habitat Vivant à la fois une présentation, mais aussi des textes qui sont littéralement adaptés pour des corps de métier jusqu'à l'entrepreneur, même si évidemment à ce niveau-là, ça manque un peu de technicité, mais c'est la raison pour laquelle on reste disponible au sein de la maison Ecoeus de Saint-Gilles pour répondre à ces questions, quoi. Alors rapidement, l'écologie et la biodiversité urbaine. Je vous retrace vite fait les différents types de milieux. Donc on a le milieu naturel avec au niveau originel les forêts primaires. Oui, en Europe, on retrouve qu'une seule forêt primaire, c'est en Pologne la forêt de Białowieża. Alors je le prononce très mal et je m'en excuse, mais c'est une forêt qui est restée intacte et inaltérée par l'humain. Vous doutez bien qu'ici en Belgique, avec les activités sylvicoles, bah, évidemment, les forêts qu'on peut retrouver en Wallonie et même en Flandre ont été totalement modifiées par rapport à leur état originel. On a des milieux semi-naturels avec des prairies, comme des prairies, des bocages, où là, l'humain est intervenu, mais on a encore cet aspect naturel. Puis on a des milieux artificiels, où là, on peut citer des parcs urbains, par exemple, qui sont créés de toutes pièces pour l'activité humaine et par l'humain. Et puis on a le milieu urbain, où là, c'est vraiment la ville. Et ce milieu urbain, il se rapproche des milieux de rocaille, c'est-à-dire qu'on va y retrouver des murs de pierre sèche, des toitures de gravier, des bâtiments avec anfractuosité, et la végétation spontanée qui va s'y développer. On peut y retrouver du lichen, des mousses, euh, mais on est très loin évidemment d'un milieu boisé ou d'une zone ouverte comme une prairie par exemple, puisque nos rues sont très peu végétalisées encore à l'heure actuelle. Et ça se rapproche très fortement du milieu de rocaille, donc ce qu'on peut retrouver comme des falaises, des grottes, des roches, etc. Simplement parce que en minéralisant la ville, on va favoriser aussi également une hausse des températures
Et c'est généralement ce qu'on peut retrouver dans des milieux de rocailles qui sont simplement exposés beaucoup plus aux rayons du soleil que le sol d'une forêt, par exemple. Et donc ça correspond à plein d'espèces, celles que j'ai déjà citées, le faucon pèlerin, le martinet, le rouge-queue, le pigeon également, puisque le pigeon est un oiseau qui, à la base, fréquente plutôt des falaises en milieu naturel. Et donc, les points d'action et les points d'attention auxquels on va faire attention sont les espaces de nidification, de repos, d'hivernage, de reproduction, de nourrissage. Donc, il y a vraiment plusieurs zones qui vont avoir leur utilité spécifique en fonction de leur nature. Et on va s'intéresser également au maillage, donc c'est-à-dire la connectivité entre ces différents espaces. Et là, on peut également intervenir, notamment par le biais de la végétalisation, notamment. Alors, comment favoriser la biodiversité en zone urbaine? Dans un premier temps, en végétalisant, donc en favorisant des milieux qui vont répondre aux besoins des différentes espèces. Donc, on peut végétaliser par plein de manières différentes, que ce soit au niveau de la voirie, que ce soit les façades avec les plantes grimpantes, avec l'aide de potagers urbains, les intérieurs d'îlots, évidemment, en favorisant des jardins sauvages, puis les toitures vertes également. Alors, on peut se baser sur trois types de stratégies d'aménagement. On a la stratégie de conservation. Donc là, on a des cavités qui sont existantes ou des zones déjà végétalisées. On va tenter de les préserver. On a la stratégie de restauration, où là, on est sur, par exemple, des corniches, des murs, des toitures, etc., qu'il faut restaurer. Et à ce moment-là, on va les restaurer tout en tenant compte de la présence de la faune sauvage et en adaptant les solutions par rapport aux espèces qui sont présentes. Et puis, on a des stratégies de création, c'est-à-dire là, on part plutôt sur des bâtiments déjà existants, qui ont déjà été rénovés ou des nouveaux bâtiments, et on va envisager des solutions pour créer ou recréer des habitats de substitution et donc des sites potentiels de nidification. Donc, on est sur trois stratégies et donc trois plans d'action différents. Alors, l'habitat vivant, c'est comment rendre l'habitat humain accueillant pour la faune et la flore sauvage. Le bâti du siècle dernier intégrait déjà involontairement des cavités. Les murs de vieilles pierres présentaient déjà des cavités de manière spontanée, entre guillemets. Alors que le bâti actuel, lui, il est devenu totalement hermétique, comme je le disais. Je pense évidemment aux maisons passives, mais tout ça est devenu hermétique par rapport à la présence de la faune et de la flore. Donc évidemment, l'idée, c'est pas de laisser le bâti se détériorer pour présenter des cavités et donc favoriser la présence de la faune. Bien au contraire, l'idée, c'est d'avancer de manière intelligente. Et donc de réfléchir à la fois aux questions énergétiques avec des solutions d'isolation qui soient modernes et efficaces, tout en intégrant ces questions de biodiversité en ville avec la présence de la faune sauvage et l'utilité qu'elle a du bâti déjà existant. Donc, c'est ici qu'effectivement, vous allez avoir un rôle à jouer qui va être primordial. Alors, on a un petit plan, là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. On a un petit plan, un petit schéma qui vous montre à quel niveau les différentes espèces peuvent trouver un intérêt à votre bâti ou à une maison ou à un immeuble. Et donc, on a évidemment la toiture, on a les corniches, on a les trous de ventilation, on a les tuiles de rive, on a les linteaux, les appuis de fenêtre, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, à quasiment tous les niveaux de la maison ou d'une maison, on peut retrouver un intérêt particulier pour l'avifaune cavernicole. Alors, on va aller étape par étape. Donc, dans un premier temps, on a les trous de boulin. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est que les trous de boulin. Donc, ce sont ces trous qu'on retrouve au sommet des façades des vieilles maisons bruxelloises, juste en dessous des corniches. Et ces trous de boulin servaient à l'époque permettaient en fait de construire les échafaudages. On y insérait une latte de bois sur laquelle venait se construire l'échafaudage. Et aujourd'hui, évidemment, les trous de boulin n'ont plus vraiment cette utilité, puisque les échafaudages, on les loue, ils sont en métaux, etc. C'est totalement différent en termes d'utilisation. Mais par contre, ils existent toujours. On va vite comprendre qu'en fait, les trous de boulin, par rapport notamment à la présence du pigeon, principalement, ils ont été pour beaucoup rebouchés, ou alors ils sont condamnés. Et les rares trous de boulin qui restent ouverts, à partir du moment où ils sont bien exposés et dans une zone intéressante pour un certain nombre d'espèces, vont être colonisés notamment par les moineaux, les étourneaux, les martinets, les mésanges, et dans certains cas les pigeons, à partir du moment
où les trous de boulin présentent un diamètre au niveau du trou d'entrée suffisamment important. Alors là, on est vraiment dans une stratégie de conservation. Donc, on a des cavités qui sont déjà intégrées à l'habitat et au patrimoine. On va faire en sorte, dans le cadre d'une rénovation, de les conserver ou de les adapter. Donc ici, on a plusieurs types de trous de boulin. Donc on voit sur la photo de gauche, tout en haut, des trous de boulin qui sont relativement grands et circulaires. Ça, en règle générale, ça intéresse énormément les pigeons. Et c'est vrai que les pigeons, le problème avec cette espèce-là, au-delà du fait qu'elle soit extrêmement bien représentée en pleine ville, elle va avoir des comportements qui peuvent générer des désagréments. Je pense notamment aux fientes et au bruit. Et ça, évidemment, bah, les fientes de pigeons sont plus importantes enfin, sont plus volumineuses, entre guillemets, que les fientes de moineaux, par exemple. Donc, ça peut effectivement poser problème, en sachant que les populations de pigeons se portent extrêmement bien. Donc, il ne faut pas nécessairement intervenir sur cette espèce-là. Sur la photo au centre, on a un trou de boulin avec des cages boulins. En général, ils sont représentés avec des étoiles ou des têtes de lion. Et ces cages boulins, à partir du moment où ils sont fermés, euh, ça ne permet plus aux espèces cavernicoles de nidifier. Par contre, s'ils sont entrouverts, là, c'est plutôt intéressant parce que le fait qu'ils soient entrouverts offre un trou d'envol ou un trou d'accès, si vous voulez, à la cavité, qui va être trop étroit pour le pigeon, mais suffisamment grand pour le martinet, le moineau, la mésange, par exemple. Et puis, on a des trous de boulin qui, sur la photo de droite, vont avoir une forme plutôt rectangulaire ou cubique. Alors, ici, on peut voir, par exemple, un trou de boulin sur lequel il y avait précédemment un cache-boulin, mais qui visiblement a été enlevé ou est tombé, ou ça a été rénové, donc peut-être qu'ils l'ont enlevé pendant la rénovation. Et on voit que le moineau s'en satisfait largement. L'entrée est suffisamment grande pour un moineau, mais pas suffisamment grande pour un pigeon, donc là, c'est plutôt intéressant. À droite, on a des trous de boulin là, qui sont circulaires et beaucoup plus grands, et donc qui potentiellement peuvent poser problème avec le pigeon, par exemple. Ici, le boulin dont je vous parlais. Ah, il y a Thierry qui se lance, pardon. Je vais revenir en arrière. Non, en arrière. On a le cache-boulin dont je vous parlais avec une forme de tête de lion. Vous voyez qu'il est entrouvert. Donc ça, c'est plutôt intéressant, comme je vous le disais, pour le martinet. Et ici, on a un cache-boulin de forme rectangulaire qui également est entrouvert, donc qui empêche, si vous voulez, aux pigeons de pouvoir s'y installer. Par contre, qui est vachement utile pour les différentes espèces. On a ce qu'on appelle l'aménagement à l'italienne pour des trous de boulin dont l'entrée serait trop importante, trop grande et donc permettrait aux pigeons de s'installer. Et cet aménagement à l'italienne, vous voyez que c'est une pièce qui est manufacturée, qui est relativement petite. Donc on est sur des interventions en termes d'aménagement qui sont relativement accessibles et peu coûteuses. Et cet aménagement à l'italienne, en fait, c'est simplement cette pièce que l'on va insérer pardon, dans le trou de boulin pour réduire simplement le trou d'envol. Elle a cette forme triangulaire parce qu'à l'intérieur du trou de boulin, ça permet d'éviter euh, de, de- le risque, si vous voulez, que le nid tombe du trou de boulin. Ici, le nid va se retrouver au pied de cette pièce et donc va se retrouver euh, face à quelque chose qui va empêcher au nid de tomber du trou de boulin, quoi. Avec la menuiserie communale de Saint-Gilles, on a également réfléchi à élaborer des caches-boulins qui soient un peu plus esthétiques, dans le cadre de rénovation notamment, c'est vachement intéressant. Et ici, au niveau de l'école 4 saisons, ben, on a pu installer un certain nombre de caches-boulins de ce type-là et qui permettent à la faune d'installer son nid et en même temps de cacher le trou de boulin. Donc, des solutions de ce type-là, il en existe plein. On a l'expertise au niveau de la maison EcoOis et des modèles existent déjà, quoi. Donc, on peut largement s'en inspirer. Un autre niveau, ça va être la corniche. Alors, rénover une corniche, ça revient généralement évidemment à obstruer des sites potentiels de nidification. Pourtant, il existe une multitude de solutions, comme je vous l'ai déjà dit. Et les oiseaux concernés dans ce cas-ci vont être les martinets et les moineaux principalement, mais on peut trouver d'autres espèces comme les tourneaux sansonnets, par exemple. Donc là, on est sur une stratégie de restauration. On a des fissures existantes qu'on veut voir disparaître, mais par contre, on voudrait intégrer la présence de la vie faune et donc on va réfléchir à intégrer des cavités directement dans la toiture
Et ça, c'est très facile, en fait. Ici, on a un exemple, on a différents exemples. Le premier, sur la gauche, on a une toiture qui a été totalement rénovée. Alors, ça peut paraître particulier, mais évidemment, ça a été réfléchi avec l'aide de corps de métier et d'ornithologues. Comment faire en sorte que une corniche qui soit rénovée puisse malgré tout abriter des sites de nidification? Eh ben, simplement par l'utilisation d'une scie cloche. Donc au moment où on va rénover la toiture, on va bénéficier de l'échafaudage et il suffira simplement de se munir d'une scie cloche pour aller faire des trous d'environ 5 cm de diamètre, si ce sont des trous ronds ou des trous ovales, de 6,4 fois 3,2 maximum. Ça va permettre aux martinets de pouvoir utiliser ce site de nidification potentiel. Et la corniche, en fait, il faut bien comprendre que c'est un bac totalement creux et qu'à partir du moment où on perce ce bac, ça n'a aucune forme d'incidence sur le bâti de manière générale, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de l'humidité, que ce soit au niveau de l'énergie, de la température, etc. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et donc là, on voit une toiture totalement rénovée. Ici, à droite, enfin, l'image du centre, une toiture déjà existante qui n'a pas nécessairement été rénovée, mais sur laquelle le propriétaire voulait absolument l'ouvrir pour favoriser la présence de moineaux dans ce cas-ci. Et sur la droite, c'est également la même situation. Donc, en fait, si vous voulez, si jamais vous envisagez de rénover votre façade, mais que vous voyez que votre corniche qui est encore en bon état ne présente pas de fissures, vous pouvez malgré tout envisager cette solution-là et bénéficier de l'échafaudage pendant l'isolation de la façade pour créer des sites potentiels de nidification pour la vie faune. Et puis, il y a les modillons, ou corniches à logettes, c'est son autre nom. Et donc ça, on retrouve également sur les corniches, sur les vieilles façades bruxelloises. Et ces modillons qui ont, comme seule utilité, une approche esthétique, vont permettre également de créer des sites de nidification simplement en les perçant à l'aide d'une foreuse ou d'une scie cloche. Et donc on voit différents exemples, hein. Et ici, sur la première photo, donc la photo de gauche, avec les cache-boulins en forme de tête de lion, on voit les modillons qui sont les uns à côté des autres. En fait, ça permet de recréer un site potentiel de nidification pour toute une colonie d'oiseaux, quoi. Donc, c'est vachement intéressant à ce niveau-là également. Là, on est sur un exemple un peu plus atypique. Alors, on n'est pas à Bruxelles, hein, on est sur le château de Rolles, où on a recréé littéralement une fausse corniche, en fait. Donc, on a créé une corniche pour vraiment favoriser la présence de la vie-faune cavernicole. C'est une solution un peu particulière et atypique. Dans le cas de Bruxelles, on ne va pas nécessairement aller dans cette direction-là, mais c'était vraiment à titre informatif. Alors, autour des fenêtres et des trous de ventilation, là, c'est un peu plus spécifique. En fonction de la hauteur, ça va attirer un certain nombre d'espèces, d'oiseaux, mais également de chauves-souris. Là, on est encore une fois sur une stratégie de restauration, donc des trous que l'on restaure afin d'en faire des cavités intégrées au bâti, pardon. Ici, on a un exemple de trou de ventilation qui a été adapté. On voit qu'il y a eu une manipulation avec un trou d'envol qui a été adapté. C'est très spécifique à ce niveau-là, hein. Mais malgré tout, des solutions existent. Donc, c'était intéressant de vous en parler. Puis, on a les aménagements intégrés. Et ça, c'est vachement intéressant lorsque l'on crée un nouvel habitat ou un nouveau bâtiment dans le cadre de nouvelles constructions, en fait. On va créer des cavités artificielles sur un bâti qui va être créé de toutes pièces. Donc là, on a plein d'exemples différents. Du plus simple avec une simple plaque qui va venir être apposée sur un trou qu'on va laisser béant dans un mur pour créer un site de nidification. Alors, ce n'est pas très esthétique, hein, j'en conviens, mais ça reste une solution accessible. Ensuite, si on arrive à intégrer ça avec l'aide de l'architecte, de l'entrepreneur, dans le travail préparatoire avant la construction en elle-même, on peut intégrer des briques nichoirs. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça va se fondre littéralement dans le bâti et donc ça va avoir un effet esthétique beaucoup plus intéressant, évidemment. Et là, on peut partir sur plein d'idées complètement différentes. On a sur la droite un mur de briques avec une plus grosse brique nichoir, plus grosse que les briques qui ont été utilisées pour le mur.
On peut avoir des nichoirs qui vont être intégrés dans le mur et ressortir de l'autre côté. Ça peut être utile, mais là, plus dans une approche naturaliste et ornithologique pour avoir accès au nid et pouvoir baguer les oiseaux, par exemple. Mais pour le particulier, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Et puis ici, sur l'exemple tout en bas, le dernier exemple, ce grand bâtiment, on voit qu'il y a différents trous tout au long de la façade. Et ça, en fait, ce sont des briques nichoirs. Donc on voit que sur des grandes superficies, il va y avoir une opportunité de recréer des sites de nidification pour des colonies tout entières, hein. Il y a des espèces qui sont grégaires, comme le moineau ou le martinet, et qui vont nicher les unes à côté des autres. Euh, dans le cas de ce bâtiment-là, ça a vraiment été réfléchi dans ce sens et ça permet à une espèce en particulier de venir s'y installer en grand nombre. Alors, les nichoirs, ça c'est la dernière alternative. Donc, on est vraiment sur une stratégie de substitution. Le bâti a déjà été rénové, il a déjà été construit de toutes pièces et il ne présente aucune cavité artificielle. Ben là, on peut venir apposer un nichoir directement sur la façade, à savoir qu'il faut réfléchir à un certain nombre de critères et de caractéristiques. En fonction de l'espèce, par exemple, on peut choisir un nichoir ouvert, semi-ouvert. On va déterminer en fonction de l'espèce la dimension et la forme du trou d'envol, puisque chaque espèce va avoir besoin d'un trou d'envol très spécifique. Et puis, on va réfléchir au fait que l'espèce a un comportement grégaire ou non, et donc, est-ce qu'il faut un nichoir ou plusieurs nichoirs? Ou même, est-ce que le nichoir peut accueillir plusieurs nids? Et alors, pour être vraiment pertinent en termes d'installation et de pose, on va réfléchir à différents facteurs. Donc, ça va être l'orientation, ça va être la hauteur, l'accessibilité, le nombre de nichoirs, etc. Et tout ceci, on peut le retrouver, tous ces éléments techniques, on peut le retrouver dans le cahier Habitat Vivant. Alors, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est un outil qui est totalement gratuit et disponible euh, à la maison EcoOis en version papier et disponible également en ligne sur le site de la maison EcoOis en français et en néerlandais. Donc c'est un outil totalement gratuit qui reprend l'ensemble de ces caractéristiques techniques et l'ensemble des solutions que je viens d'aborder ici. Alors on voit différents exemples de nichoirs. Donc on a des nichoirs collectifs ici au milieu, nichoirs à moineaux. Donc on a une ouverture à gauche, une ouverture au centre et une ouverture à droite qui permet à 3 couples de moineaux de venir s'y installer. Si on faisait ça pour les mésanges, ça ne fonctionnerait pas puisque les mésanges vont installer leur nid non pas l'une à côté de l'autre, mais vont préférer une distance d'une dizaine à une quinzaine de mètres entre chaque site de nidification. Donc, chaque espèce a vraiment son propre type de nidification et chaque nichoir correspond à une espèce en particulier. L'image la plus sombre au centre en bas, là, on est sur un nichoir à faucon pèlerin. C'est vraiment un titre d'exemple. Mais c'est beaucoup plus volumineux, évidemment. C'est un gros caisson, en sachant que pour installer un nichoir à faucon pèlerin, là, il faut une autorisation du muséum. Et donc, c'est vraiment un titre informatif. Mais là, on voit tout à droite en bas un nichoir à étourneau et en haut à gauche un nichoir à martinet. Donc vous voyez que les nichoirs peuvent avoir différentes formes. Il y a des nichoirs qui sont vraiment très esthétiques, d'autres très rudimentaires. Vous avez même des nichoirs qui sont plutôt design. Alors ici, il n'y a pas vraiment d'exemple, mais si vous cherchez sur Internet, il faut faire gaffe aux matériaux qui sont utilisés. Mais malgré tout, vous pouvez trouver des nichoirs vraiment très, très intéressants esthétiquement parlant. Alors que faire dans le cadre d'une rénovation d'une construction? La première chose à faire, c'est évidemment se poser les bonnes questions. Euh, Si vous êtes dans les bonnes périodes, c'est-à-dire au printemps comme comme en été, pardon, vous pouvez remarquer des allées et venues des différentes espèces vers votre maison aux différents niveaux, hein, donc les trous de boulin, la toiture, la corniche, la façade, et vous pouvez, en observant simplement, déterminer s'il y a des nids déjà présents sur la façade ou enfin, à différents niveaux dans le bâti. Si oui, est-ce que les oiseaux sont en train de nicher, s'il y a des va-et-vient? Est-ce qu'il y a des oiseaux présents dans les cavités? Ça, c'est important de se poser comme question dans le cadre d'une rénovation, notamment parce que chaque année, moi, j'ai eu la chance de travailler pour la Ligue de protection des oiseaux ici en Belgique. Et chaque année, on était contacté, quand je travaillais là-bas, par des entrepreneurs, des ouvriers, des corps de métier qui étaient en plein dans une rénovation et qui constataient qu'en fait, dans un parpaing, par exemple, il y avait
un nid de mésanges où sous une tuile, il y avait une colonie de chauves-souris. Et donc ça, c'est important de se poser comme question parce que on est face à deux problèmes. Le premier, c'est de détruire un site de nidification. Le second, c'est littéralement d'emmurer des êtres vivants, enfin des animaux, dans une nouvelle construction ou dans le cadre d'une rénovation. Donc il faut impérativement se poser ces questions-là dans le cadre d'une rénovation afin d'éviter des mini-drames. Alors, est-ce qu'il y a des oiseaux, des chauves-souris à proximité? C'est aussi une bonne question à se poser, dans la mesure où ça pourrait permettre de déterminer la pertinence de rendre favorable son habitat à la faune sauvage. Et puis, est-ce que mes travaux vont bloquer l'accès à la cavité ou, sous un autre angle, dois-je impérativement reboucher cette cavité? Et ça, c'est intéressant de se poser la question, évidemment avec les corps de métier, en concertation avec les corps de métier, pour savoir si ça va avoir un effet bénéfique ou non sur la capacité énergétique de votre logement. Si ça n'a aucun effet de reboucher la cavité, bah, autant la laisser, puisque ça va être évidemment favorable à l'avifaune et à l'ensemble de la faune cavernicole. Alors, existe-t-il des aménagements possibles? Y a-t-il un impact de mes travaux sur la biodiversité? Ça, c'est une question déjà un peu plus technique et difficile à mesurer, mais malgré tout, si vous en avez la capacité ou si vous êtes accompagné par des naturalistes, c'est une bonne question à se poser. Et qu'est-ce que je peux faire en plus pour la nature lors de ma rénovation? Donc en fait, toutes ces questions permettent de quadriller l'effet de la rénovation, de votre rénovation sur la faune sauvage qui soit utilise votre bâti ou la faune sauvage environnante. Et surtout, ça permet de pointer les solutions, celles que je viens de citer ou d'autres, qui pourraient être adaptées à votre bâti. Et donc, les dernières questions à se poser, c'est à qui s'adresser, qui détient ces informations, quels documents sont disponibles. Alors évidemment, je reviens avec le cahier Habitat Vivant, parce que c'est un outil qui est gratuit, qui est très complet, qui est disponible en ligne et en version papier, qui reprend l'ensemble des solutions, mais également l'ensemble des aspects techniques. On va y retrouver des schémas par strate du bâti, avec les différentes solutions qui y sont adaptées. Donc, c'est plutôt intéressant. Et, mais ce n'est pas le seul outil qui existe. Et nous ne sommes pas non plus le seul organisme. Vous pouvez vous diriger évidemment vers des organismes comme HomeGrid, Renovas, etc., le réseau Habitat notamment, mais vous pouvez aussi vous orienter vers les associations naturalistes comme Natagora, par exemple, qui ont énormément d'informations, et également Bruxelles Environnement, qui détient aussi pas mal d'informations à ce niveau-là. Alors pourquoi envisager l'ensemble de ces solutions? Ben, simplement parce que favoriser la biodiversité va permettre de favoriser un environnement viable pour les habitants et pour les Bruxellois de manière générale. C'est plus un enjeu de demain, mais c'est devenu un enjeu actuel. Hein, je vous parlais de l'effondrement de la biodiversité, on est en plein dedans. Euh, la ville s'est construite sur un environnement naturel qui a été altéré par l'activité humaine, mais à la base, la nature était présente partout. Et au fur et à mesure du développement de la ville, ben, les zones favorables aux différentes espèces vont vers une diminution quand même assez sensible, assez tangible également. Et donc, on a tout intérêt à favoriser la biodiversité à tous les niveaux de la ville, en fait, puisque la nature, la biodiversité a tendance à décliner. Alors, selon plusieurs études, c'est une source de bien-être psychologique également pour le citadin. Le simple fait d'entendre les oiseaux chanter au quotidien, ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est apparemment, selon certaines études, vachement utile pour la santé mentale. Et évidemment, ça a participé à l'enrichissement du milieu de vie, à la valorisation des espaces et des quartiers et de la qualité de vie. Et puis, le défi majeur à l'heure actuelle au niveau du milieu urbain, c'est de rendre la ville résiliente. Et l'ensemble de ces solutions-là participent à la résilience de la ville. Et puis, surtout, ce sont des solutions qui sont simples à mettre en place et relativement peu coûteuses dans le cadre d'une rénovation ou d'une nouvelle construction. Alors voilà, j'en arrive au dernier slide. Vous avez ici l'ensemble des contacts pour la maison EcoHouse avec Élise Kersters, qui est ma collègue et qui a pas mal de connaissances au niveau de l'architecture et donc des connaissances plutôt techniques qui pourra vous renseigner à ce niveau-là. À titre personnel, j'ai plus de connaissances au niveau naturaliste et ornithologique, mais je connais assez bien les solutions proposées
dans le cadre du cahier Habitat Vivant, donc je pourrais aussi vous renseigner. Et vous avez le numéro général de la maison EcoHouse que vous pouvez contacter tous les jours de la semaine. On est ouvert de 8h30 à 17h avec une pause sur l'heure du midi, mais on vous accueillera et on vous répondra avec grand plaisir. Donc voilà, je vais revenir sur la présentation, voir s'il y a des questions. Voilà. Alors, la première question, c'est où peut-on acheter de tels nichoirs? Alors, je présume qu'on parle de tuiles nichoirs. Les tuiles nichoirs, elles sont abordées dans le cahier Habitat Vivant, hein, donc je le remontre, il est ici. Ah oui, évidemment, c'est flouté. Euh, Cahier Habitat Vivant, j'ai vu qu'on demandait comment ça s'appelait. Euh, les tuiles nichoirs, c'est une solution qu'il faut prendre avec précaution parce que, en fonction de l'exposition de votre toiture, euh, elles peuvent littéralement se transformer en véritables fournaises. Au moment, surtout avec les vagues de chaleur, les canicules qu'on subit depuis une bonne dizaine d'années, il faut vraiment faire gaffe à cette solution parce que les tuiles nichoirs sont exposées directement aux rayons du soleil. Malgré tout, elles sont disponibles. Je me demande si Vivara n'en propose pas, mais il faudrait voir via Natagora en fait. Ils ont une boutique en ligne et je pense que eux peuvent trouver des solutions de ce type-là. Donc via Natagora, je dirais. Voilà. Et pour créer des trous dans la corniche, je suppose que l'on ne touche pas au bac en zinc proprement dit. Oui. Je crois Oui, que non, c'est... là, c'est vraiment sur la partie boisée qu'on va pouvoir intervenir. Donc, sur toutes les parties métalliques, il est préférable de ne pas avoir, de ne pas toucher aux parties en zinc, notamment, quoi. Oui, Effectivement. il faut... C'est même pas préférable, il faut pas. Voilà. Pour préserver L'intégrité, l'étanchéité du bâtiment. tout à fait. Quel est le titre du livre dont vous parliez au début du webinaire? Donc, c'est le cahier Habitat Vivant. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de la maison EcoHeuse, il y a un lien vers le PDF, qui a aussi moyen Oui, de le c'est ça. télécharger en version PDF. Tout à fait. Alors, quelqu'un a acheté un nichoir pour chauve-souris, car celle-ci survole régulièrement notre jardin à Saint-Josse. À quelle hauteur faut-il accrocher le nichoir? Est-ce que la façade sud-est est la bonne orientation? Alors, la hauteur, elle est assez variable. Maintenant, tout dépend de l'espèce. A priori, les chauves-souris que vous devez observer, surtout à Saint-Josse, ça va être la pipistrelle commune. Et là, on est sur des hauteurs au niveau de la toiture, en fait. Ce sont des chauves-souris qui sont extrêmement petites et donc qui vont s'insérer assez facilement dans les tuiles, dans les maigres espaces qui se trouvent entre les tuiles, ou s'il y a une tuile cassée, par exemple. Vous pouvez, mais malgré tout, vous pouvez installer votre, euh, allez, Un euh, nichoir ou... nichoir à chauve-souris, mais ça porte un nom que j'ai oublié, évidemment. Mais vous pouvez installer votre nichoir à chauve-souris sur votre façade ou même accrocher un arbre relativement haut ou grand. Et au niveau de l'orientation sud-est, c'est une bonne question. Pour les chauves-souris, il faudrait regarder, je vais voir si on l'a dans le quai Habitat Vivant. Mais pour les chauves-souris, mieux vaut d'ailleurs remplacer plusieurs orientations. Ah, voilà, ici, on préconise en fait dans le quai Habitat Vivant d'installer plusieurs gîtes à chauves-souris euh, dans différentes orientations en fait, pour favoriser l'utilisation de celui-ci. Parce qu'apparemment, l'utilisation des gîtes à chauves-souris n'est pas hyper optimale. On aura moins de résultats avec des gîtes à chauves-souris qu'avec un nichoir à mésanges, par exemple. Les mésanges sont beaucoup moins regardantes sur les solutions apportées que les chauves-souris. Oui, Voilà. puis aussi une question de saison, que les chauves-souris vont chercher d'autres caractéristiques en fonction de la saison pour leur habitat. Oui, 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 Qui- oui, exactement. Donc, pour se reproduire, mais aussi pour hiverner, euh, on va retrouver différents types d'habitats pour la chauve-souris, effectivement. Alors ici, on a une question brique nichoir. Qu'en est-il de l'entretien du bâti? Fiente sur la façade, par exemple. Pas de nécessité de nettoyer les nichoirs chaque année. Alors, les nichoirs il ne faut pas nécessairement les nettoyer chaque année. Maintenant, en fonction des types de briques nichoirs, vous avez la possibilité d'enlever la face avant.
Donc, si les briques nichoirs sont accessibles, malgré tout, vous pouvez enlever les nids précédents, enfin des années précédentes. Et donc, un entretien est possible, c'est ça que je veux dire. Mais il faut bien vérifier à ce que la face avant puisse être détachable. Et alors, au niveau des fientes, il y a différentes solutions. On est évidemment sur des espèces qui sont beaucoup plus petites que le pigeon. Donc, si vous avez un nichoir, par exemple, à mésange, à martinet ou à moineau, pardon, les fientes sont vraiment toutes petites. Donc, potentiellement, vous ne serez pas impacté par les excréments des oiseaux. Si jamais vous avez plusieurs nichoirs à moineaux et que vous avez littéralement une colonie de moineaux dans votre corniche, par exemple, ou sur votre façade, là, il existe des solutions. Et pareil, vous pouvez vous orienter vers la boutique de Natagora. Je pense qu'ils en vendent. Sont ce qu'on appelle des planches à fientes. Donc, ce sont des planches qu'on va venir installer juste en dessous du nichoir. Et là, les fientes, lorsque les oiseaux s'envolent ou arrivent dans le nid et qu'ils, comment est-ce qu'on dit ça? Qu'ils lâchent une fiente, voilà. Elle va arriver simplement sur la planche et pas sur votre façade ou pas sur votre terrasse ou pas sur votre table de jardin, quoi. Donc ça, c'est une solution qui est assez efficace euh, dans le cas d'une colonie de moineaux. Mais pour ça, il faut vraiment avoir une colonie de moineaux, quoi. Ou alors, vous avez un nid de pigeons. Mais là, comme je vous l'ai expliqué, les pigeons se portent bien. Donc à ce moment-là, il est préférable d'adapter le trou d'envol pour favoriser la présence de plus petites espèces, quoi. Mhm. Voilà. Alors, encore une question, que pouvons-nous faire avec un voisin qui coupe régulièrement des branches conséquentes d'un noyer, j'imagine, énorme et qui ne se trouve pas sur son terrain? L'arbre en souffre. Alors ça, c'est une question beaucoup plus large. Je pense que là, il faut s'adresser directement au service environnement de la commune dans laquelle on se trouve et aux autorités compétentes comme Bruxelles Environnement, a priori. Voir si le voisin a le droit de le faire, si pas, quels sont les recours possibles, est-ce qu'il y a une médiation possible, est-ce qu'il y a un tout de boîte envisageable, que sais-je. Il y a certainement moyen d'entrer en discussion avec le voisin pour aborder cette question-là, quoi. Mais donc moi, je m'orienterais vers les services communaux environnementaux et alors vers les autorités compétentes comme Bruxelles Environnement. Mhm. Alors, si on fait des trous dans un bac à corniche, doit-on séparer le bac en plusieurs espaces pour séparer les nids par trou? Ça peut être utile, mais c'est pas nécessaire. Et ça doit être fait lors de la réalisation de la nouvelle corniche. Mais donc c'est peut-être un peu plus contraignant, peut-être même un peu plus coûteux certainement, mais pourtant c'est pas vraiment nécessaire. Parce que toutes les corniches sont des grands bacs creux, hein, et quand elles sont euh, en état délabrement avancé, bah, quand elles présentent des cavités ou des trous, elles sont généralement colonisées par plusieurs couples de moineaux. Donc a priori c'est pas nécessaire. Mhm. Existe-t-il une liste d'entrepreneurs qui ont fait de ce genre de problématiques pour pouvoir proposer et mettre en place les solutions adéquates? Alors nous, on ne dispose pas de liste d'entrepreneurs. Maintenant, ça pourrait être utile effectivement de les recenser. Mais on est contacté euh, de temps à autre par des bureaux d'architecture dont on a les contacts, quoi. Donc ça, potentiellement, ce sont des éléments. Il faudrait voir si on peut les communiquer en interne, enfin vers l'externe, mais ça reste un outil qu'il faudrait créer, effectivement. Ça pourrait être un bon outil à terme. Je crois qu'en soi, il ne faut pas de grandes compétences pour réaliser les travaux. Il faut surtout de la compétence pour savoir où est l'endroit, le bon endroit pour le faire. C'est ça, et tout ça, bon, on retrouve dans le cahier Habitat Vivant. Il y a des solutions qu'on peut faire en tant que propriétaire, hein, qu'on peut faire soi-même. Et bien, il y a des solutions qui, bah, dans le cadre d'une rénovation ou d'une nouvelle construction, nécessitent de passer par des conseils d'architectes et puis par l'entrepreneur. Et donc, tout dépend de la bonne relation avec l'entrepreneur et de sa motivation à aller dans cette direction. Parce que c'est vrai que dans le cadre de gros travaux, ou de travaux importants, ça peut sembler anodin, mais pour un entrepreneur, ça va être un point d'attention supplémentaire et parfois ça peut poser problème. Donc à voir un peu au cas par cas qu'est-ce qui est envisageable. Mais en soi, ces solutions-là, elles sont vraiment accessibles, elles sont très peu coûteuses. Donc c'est vrai que si elles sont envisageables, autant le faire, quoi.
Et alors ici, c'était une question un peu similaire. Avez-vous des contacts à partager pour les adaptations des semi-fermetures des trous de boulins? Donc des entreprises ou des gens qui l'ont déjà fait, mais Ah, mais ça, vous pouvez nous contacter directement, hein, donc si vous avez pris nos contacts, nos adresses mail, vous pouvez ou via la maison, le mail général de la maison EcoHouse, vous pouvez nous contacter parce que ça, on a des exemplaires qui ont été élaborés au sein de la commune par le service menuiserie. Donc tout ça, on peut partager sans problème, quoi. oui, super. Donc, faut s'adresser à la maison Ecohouse à Saint-Gilles. Alors, comment concilier ces solutions techniques avec l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes, les perruches, les frelons asiatiques? Bonne question. Alors, le frelon asiatique, a priori, il est peu probable qu'il s'installe dans ces cavités-là. Maintenant, c'est vrai que ça peut présenter un potentiel intéressant pour des guêpes, ou etc. Mais c'est plutôt anecdotique, quoi. La perruche, la perruche à collier principalement, elle va effectivement utiliser des cavités artificielles. On en observe de plus en plus à Bruxelles. Euh, Maintenant, il n'y a pas vraiment de solution adaptée, si ce n'est l'aménagement à l'italienne que je vous ai présenté dans le cadre des trous de boulin, où là, on va vraiment réduire le trou d'entrée et ça va empêcher ou ça va rendre beaucoup plus difficile à la perruche à collier de s'y installer. Et ça reste malgré tout un oiseau qui a un bec assez puissant et donc qui va pouvoir agrandir un trou. Mais avec l'aménagement à l'italienne, il n'aura aucune possibilité d'agrandir le trou. Donc ça, ces solutions-là sont vraiment adaptées pour favoriser la nidification de petites espèces et empêcher la nidification des plus grandes, comme la perruche, le pigeon, etc. Ok. Et, Et alors, autre chose, faut-il une permission de la commune pour des nichoirs façade côté rue? alors, a priori, c'est dans l'espace public, mais c'est toujours mieux, évidemment, en fonction de la commune, de contacter le service urbanistique, Tout à fait, oui. qui pourra vous indiquer, en fonction des règles en vigueur, ce qu'il est possible de faire ou non. Euh, Mhm. mais effectivement, a priori, c'est au sein de l'espace public. Et surtout, il faut s'assurer que les points d'attache d'un nichoir qui est accroché en dessous de la corniche, mais qui sort du mur, soient suffisamment bien accrochés pour éviter toute forme d'accident, quoi. Dans la mesure où on a du passage piéton juste en dessous, il faut vraiment s'assurer que ce soit une accroche solide et une pose fiable, quoi. Mais donc s'adresser au service urbanistique de votre commune, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, et sans doute que ce sera un permis sans architecte, et à ce moment-là, HomeGrid peut aussi vous aider à constituer le dossier. Euh, voilà, ça fait partie de nos missions. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Un tout grand merci. Peut-être que tu peux aussi nous parler de la Minute Sauvage, parce que c'est un petit site qui en vaut la peine de faire. Et puis alors, on va clôturer. Oui, et alors je vois que quelqu'un a posté le lien de la maison Ecohouse pour trouver le cahier Habitat Vivant, c'est super dans le chat. Oui, mais là c'est plus à titre personnel. En plus de mon travail au sein de la commune de Saint-Gilles pour le service développement durable, je suis photographe et vidéaste animalier et je documente la faune sauvage en pleine ville et principalement ici à Bruxelles. Mais je m'intéresse vraiment aux questions de cohabitation entre l'humain et la faune sauvage en pleine ville, aux interactions et à cette coexistence possible ou non entre la faune sauvage et l'humain. Et donc voilà, et là je réalise une expo. Si jamais certains d'entre vous sont intéressés, j'en profite. Je réalise une exposition qui aura lieu à Flagey. Voilà, il y a le lien. 6 rue de Verny du 2 au 17 décembre. Et dans le cadre de ce projet-là, je suis parti à la rencontre de la faune sauvage des villes européennes. Et donc, comme vous le voyez sur l'affiche de l'expo, j'ai été observer des ours, des sangliers, des ratons laveurs, des castors qui vivent en pleine ville.
Et, euh, et c'était très intéressant parce que bah, ici à Bruxelles, il y a beaucoup de riverains qui se posent des questions par rapport à la présence du renard notamment. Il y a des riverains qui en ont peur, il y a des riverains qui s'insurgent des poubelles éventrées, etc. Et, euh, et c'est vrai que ça me fait un peu sourire quand je vois que, par exemple, en Roumanie, bah, les Roumains vivent dans les villes avec des ours qui sortent dans les rues une fois la nuit tombée et qui se dirigent vers les jardins, vers les conteneurs à poubelles, etc. Enfin voilà, c'est un autre type de cohabitation et c'est ce que j'ai essayé ça a été le sujet de travail de mon prochain projet, donc l'exposition et le livre Sauvage, qui seront visibles à partir du 2 décembre au numéro 6 rue de Verny à Ixelles, près de Flagey. Voilà, Voilà, merci beaucoup. Donc pour l'instant, on n'a pas encore d'ours dans la ville, mais on a des petits oiseaux à préserver. exactement. Euh, Et voilà, on va clôturer ce dernier webinaire. Merci beaucoup et merci beaucoup Thomas. Ben, À merci à toi bientôt. et merci à tout le monde. Au revoir.